Elle a 9 ans. Elle est en classe de CE1. Sa reprise de classe s'avère difficile. Cet enfant, candide, jovial, comme tous ceux de son âge, n'hésitait pas à faire les courses de sa maman chez le boutiquier du quartier à la demande de cette dernière. Mais depuis quelque temps, elle a changé d'aspect. Elle dépérissait à vue d'œil et avait une démarche boiteuse. La mère, inquiète, l'envoie chez le médecin qui l'ausculte. Le diagnostic est affolant. La petite, que nous appellerons Aline, pour le besoin de cette histoire, a été violée. Un certificat médical est établi. Mais qui est le violeur de cet enfant qui n'a que 9 ans? Depuis quand ce dernier abuse-t-il sexuellement de la fillette? Que s'est-il réellement passé? La réponse dans ce numéro de Focus Faits divers. Commerçante, cette dame que nous appellerons Karine vend des jus et du garba, un plat populaire ivoirien à base de semoule de manioc, appelé atiéké, accompagné de thon. Ce vendredi 24 juin 2022, elle commence sa journée en s'occupant de ses 3 enfants. Ses jumeaux qui auront 3 ans en décembre 2022 et sa fille aînée, âgée de 9 ans, que nous appellerons Aline. Aline a été conçue dans une relation antérieure, avant que sa mère Karine ne rencontre Adolphe, son compagnon actuel, maçon de profession et père des jumeaux. Mais Adolphe considère Aline comme sa propre fille et la famille est heureuse dans la commune de Yopougon-Niangon où elle réside. La tranquillité de cette petite famille va soudainement être rompue lorsque le couple constate des irrégularités sur sa fillette Aline. J'ai appelé ma fille. Elle est rentrée dedans ici. Je l'ai fait coucher. Je lui ai demandé d'abord, et à quoi est-ce que tu marches comme ça? Elle ne voulait pas parler. C'est là que je lui ai dit, il faut te coucher, que je vais regarder ce qui se passe. Elle se couche, et ouvre ses jambes, je regarde, tout là-bas est gâté. Tout là-bas est gâté. Je vous dis que même Mastico était dans le toto de mon enfant. Et là, je lui ai demandé, qui t'a fait ça? Donc, elle pleurait, elle ne pouvait pas me dire. Moi, tellement que je suis choquée, avec des larmes aux yeux. Pétrifiée, la mère en sanglots informe son compagnon par téléphone de l'horrible découverte. Adolphe console sa femme. De retour du travail le soir, il tombe à son tour sur la vision d'horreur. Rouge de colère, il demande des explications à ses filles. Hésitante au départ, elle finit par passer aux aveux. Quand ils m'ont payé la nourriture de ma petite sœur, le tonton, c'est lui-même qui sait. Il a tenu derrière caisse et puis il est parti mettre sa main dans mon caleçon. Il dit qu'il ne faut pas dire. Il a mis sa main dans mon caleçon encore. C'est son doigt, il l'a mis encore 4 fois. Et quand il venait à la maison, là maintenant il a vu que ça me faisait mal. Si elle disait à mes parents, il va voir ce qu'il va me faire. Les parents sont médusés. La mère fond en larmes tandis que le père rumine sa colère. Les nerfs à vif, il garde tout de même de la lucidité. Le premier jour, j'ai découvert que ma fille était touchée. Moi-même, franchement, j'étais déjà découragé. Je voulais même aller à la boutique. Si j'allais, parce que j'avais une colère, si j'allais peut-être, ça allait mal tourner. Il allait faire quelque chose qui allait peut-être moi-même me condamner. J'ai pris mon calme pour éviter. Je me suis lavé, même, j'étais même pas le même de me coucher, je me suis couché en même temps pour mieux me reposer. Le lendemain, samedi 25 juin, la mère conduit précipitamment sa fille au centre de santé, où l'agression sexuelle est confirmée par le médecin. Le certificat médical délivré au centre médical Esdras de Yopougon révèle également l'absence de l'hymen et une agression sexuelle avec une lésion inflammatoire et une dermatose. Les preuves de l'agression sexuelle sont filmées par le père. Une semaine plus tard, les parents sont orientés par la police à la brigade des mineurs à Cocody.
Le lendemain, la police interpelle le mis en cause. Joint par téléphone, CD, un proche du prévenu, évoque une fausse accusation, récurrente contre sa communauté, en vue de lui extorquer de l'argent. Il reconnaît tout de même que ses proches ont demandé pardon et payé pour les soins de la fillette, agressée sexuellement. Cette prise en charge de la victime est conditionnée par le retrait de la plainte. Quand ils sont venus me voir à la Cocody, à la police des mineurs, ils ont demandé de faire le retrait de plainte. Et bien avant ça, les gens même m'ont découragé en disant que si, comme on l'a arrêté, si on l'enferme, si on l'a déféré, qu'on l'a enfermé, tu vas soigner, toi-même tu vas soigner ton enfant. Mais les parents étaient loin de s'imaginer les probables inconvénients du viol de leur fille sur le long terme. La plainte retirée, le présumé violeur dont l'identité n'a pas été révélée est libre de rentrer chez lui. Quant à ses proches, ils vont poursuivre les soins de la fillette. Nous sommes quittés à la brigade, nous sommes venus. Le lendemain, à 9 h, les sont venus à la maison pour nous chercher, pour aller à l'hôpital avec l'enfant. Il y avait des examens à faire. On fait, en tout cas, tout ce que les gars demandaient, ils ont donné. On a fait des examens, échographie. Les intermédiaires entre les parents de la victime et le présumé auteur du viol sont le nommé CD, originaire de la même communauté que le mis en cause, et un Ivoirien qui se présente comme policier. Ce dernier décline une identité à la famille. Mais lorsque nous l'appelons via le téléphone, c'est une autre personne qui s'affiche. Chaque 2 jours, l'intermédiaire ivoirien appelle les parents de la victime pour s'enquérir des nouvelles de celle-ci. Contacté par la famille de la victime, Digbel André Jean-Charles, conseiller communautaire de l'ONG Fessalis, revient sur sa rencontre avec l'intermédiaire, le présumé policier. À l'hôpital, là-bas, nous avons rencontré l'intermédiaire. Paraît-il qu'il serait un policier. Il s'est mis en colère et puis il a claqué la porte, il est parti. Mais la famille d'Aline n'est pas au bout de ses surprises. Lors d'une consultation de la fillette, les inquiétudes du gynécologue laissent la mère sans voix. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, ils ont demandé des examens à faire. D'abord, même quand nous sommes arrivés, j'ai expliqué le problème et ils m'ont dit d'aller voir un gynécologue. C'est le gynéco maintenant qui m'a dit d'aller faire échographie. Bon, avant de partir faire écho, il a regardé l'enfant. Là, il m'a dit que d'abord, la première question que le gynéco a demandé, il a dit, mais qui a fait ça? J'ai dit, c'est un Mauritanien qui a fait ça. Un Mauritanien, oui, c'est lui qui a détruit votre enfant comme ça. Et puis vous avez fait quoi? Il a dit, ah, on a porté plainte. Mais ça a été retiré par les pardons. Je lui ai dit, mais il a détruit votre fille, madame, vous savez ça? Et là, il a dit, oui, c'est. Il dit, mais de toute façon, je vois là, j'ai l'impression que l'enfant, à l'intérieur de l'enfant, il y a un truc qui est coupé là-bas. Est-ce que, à la longue, ça n'a pas posé problème sur son côté l'enfantement? Choquée, cette dernière prend conscience de la gravité des faits. Elle est plus que jamais décidée à poursuivre l'affaire devant les tribunaux. D'autant plus que les proches du mis en cause ne veulent plus payer les soins de la fillette. Demain, mon enfant sera dans son foyer. S'il y a ce problème-là, elle va me poser la question, elle va m'accuser. Maman, quand le problème est arrivé, tu as fait quoi? Je vais répondre comment? Donc, moi, j'ai dit, je vais poursuivre l'affaire pour pouvoir donner une réponse à mon enfant demain. Le gynécologue va alors conseiller à la mère de s'orienter vers des assistants sociaux. Ce sont eux qui informent cette dernière qu'une conciliation avec les proches du présumé auteur ne justifie pas un retrait de la plainte, encore moins la fin d'une procédure judiciaire en cas de viol. Après le retrait, on leur a dit, mais écoute, ça ne se fait pas. Donc vous avez retiré votre plainte. Nous, en tant qu'ONG, on peut porter plainte comme partie civile. Les autorités policières de la brigade des mineurs n'ont pas souhaité répondre à nos questions relatives au retrait dans leurs locaux d'une plainte pour viol. Mais selon une source interne, après le retrait de la plainte par la famille de la victime, le dossier a tout de même été instruit auprès du procureur du tribunal de Yopougon, qui a compétence pour poursuivre le mis en cause. Contacté par un point focal,
Koulibaly Nyamia Emilienne, directrice exécutive de l'ONG Dignité et Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire, clarifie la notion de viol dans le code pénal. En son article 403, il est dit, et je lis, constitue un viol tout acte de pénétration vaginale, anale, buccale ou de quelque nature qu'il soit à but sexuel, imposé à autrui sans son consentement en usant d'une partie du corps humain ou d'un objet par violence, menace, contrainte ou surprise. Je prends le cas de notre cas d'espèce. Elle a 9 ans. Elle est encore mineure. Vous partez poser ce genre d'acte sur elle sans son consentement. Ça, c'est clair que le juge, lorsqu'il va, il va même pas hésiter à déclarer cela comme un viol et autres. Donc, avec ce que je viens de lire, ce que le code pénal nous donne comme explication, comme définition du viol. Pour les parents de la victime, l'heure est au regret. Franchement, je pouvais dire que je regrette. Je regrette pour... Je pourrais dire que je regrette pour le retrait de la plainte. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on pouvait faire pour mieux suivre ma fille. Aujourd'hui, moi, j'ai vraiment le regret. Je pouvais même dire que je ne pouvais pas même trop la regarder. La petite, même pour la regarder, j'ai vraiment du mal. Parce que, en réalité, c'est comme si je lui ai fait du mal. Moi, mon regret, c'est ça. Des regrets qui ont tout leur sens, tant la fillette présente les conséquences de l'agression. Elle-même, quand tu la vois physiquement, même, tu sens que, bon, moralement, tu sens qu'il y a eu un changement même. Souvent, quand elle est là, elle crie la nuit. La dernière fois, moi, je dormais, et puis c'est son cri qui m'a réveillé. Donc, je me suis levé et dit, eh bien, il y a quoi? Elle dit, papa, il n'y a rien. Psychologue social au département de psychologie à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Dr Kofi évoque de probables effets chez la fillette suite à cet événement douloureux. Lorsque un individu est confronté à ce type de stress, le stress post-traumatique qui est simple, l'individu a du mal à tisser des relations avec d'autres personnes. Donc cette jeune fille, par exemple, elle va grandir en ayant en tête, par exemple, cet événement qui peut l'empêcher de s'attacher aux gens, qui peut lui inculquer peut-être un sentiment d'infériorité. Elle va perdre l'estime d'elle-même. Voilà. Ça, c'est quand on est... et vous dites dans le récit que c'est... Elle fait des cauchemars. Généralement, on appelle les cauchemars, mais des flashbacks, où elle revit l'événement de façon très, très douloureuse. Mais il peut y avoir un autre type de stress. Et ce stress-là, ça doit être le cas de cette jeune dame, cette jeune fille de 9 ans. C'est le stress post-traumatique complexe. Lui, il entraîne le sentiment de désespoir, la dépression, le sentiment de ne pas avoir de valeur et la prédisposition à des crises émotives. C'est-à-dire que la personne peut se fâcher sans savoir pourquoi. Pendant ce temps, le boutiquier a été remplacé par un autre dans la boutique, selon la mère. Les autres boutiquiers que nous avons rencontrés disent ne rien savoir de cette affaire. La famille, quant à elle, craint que le mis en cause ne récidive ou n'arrive à se soustraire aux juridictions ivoiriennes. L'ambassade du pays mis en cause n'a pas souhaité répondre à nos questions. Mais selon une source interne, l'ambassade ne se mêle pas des questions judiciaires car respectueuse des juridictions ivoiriennes. Elle peut toutefois apporter un soutien juridique aux citoyens mis en cause. Notre source ajoute que 2 de ses compatriotes impliqués dans un cas similaire purgent leur peine dans les prisons ivoiriennes. Pour la famille Ebi, les journées se résument désormais à des allées et venues au palais de justice. Etienne, le père de la victime, a de nouveau déposé une plainte. Il espère que justice soit faite. Le présumé violeur
qui s'est fondu dans la nature risque 20 ans d'emprisonnement. La police pourra-t-elle encore le retrouver? Quant à la petite Aline, elle poursuit ses soins médicaux, mais jusqu'à quand? Puisque la famille démunie n'a pas les moyens pour un suivi médical à long terme. Selon le gynécologue, elle pourrait avoir des difficultés pour concevoir un enfant. Bonsoir.